Ok. Un, deux, trois, c'est parti. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Brice Kamga. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un expert de tout ce qui est prise de parole, rhétorique aussi. Il fait aussi des décryptages de discours, mais pas que. On va en parler notamment de quelques discours qui ont un petit peu défrayé la chronique ces derniers jours. Bonjour Brice. Bonjour Guy Bartol, merci infiniment pour l'accueil, merci pour le privilège que tu me donnes et salutations à l'ensemble de tes auditeurs et puis de tes téléspectateurs. Yes, yes. Déjà, il faut dire que pour enregistrer cet épisode qu'on est en train de faire à l'instant, c'est vraiment une grosse gymnastique. J'ai dû me lever à 4h15 parce que toi, tu es à Montréal, 4h15 Ouais, chez moi à Berlin, mais toi, tu es du côté de Montréal. Il est à peine 1 heure chez toi, si je ne m'abuse. oui, il est minuit 30 ici, donc il est minuit 30 ici. Donc, je m'excuse déjà en avance si peut-être il y a des petits couacs là ou des petits, parfois que si je bégaye et donc je me réveille, je suis encore en train d'essayer de me réveiller. D'ailleurs, j'ai mon café qui est déjà prêt là. Ok, donc pour commencer, question traditionnelle, Brice, est-ce que tu peux te présenter? Je suis simplement un jeune Camerounais qui a vu ses parents se séparer lorsqu'il avait l'âge de 5 ans et que cela a conduit à ce qu'il se retrouve au village avec sa grand-mère dépaysée parce que à un moment donné, mon père ne voulait pas que ma mère me gâte et donc il m'a amené au village pour m'éloigner de ma mère. Et c'est comme ça qu'au village, dans le froid, parce que je suis de l'ouest du Cameroun et à l'ouest il fait froid, je suis né à Douala, il fait chaud. Et le contraste qu'il y avait entre la chaleur de Douala et le froid du village Mhm. était difficile à gérer. Parce que non seulement j'étais loin des personnes que je connaissais, à savoir mes parents, j'étais avec de nouvelles faces, ma grand-mère que je connaissais pas, que j'avais jamais vue avant, et tous les oncles qui étaient là, les jeunes oncles, les cousins du village, c'était assez difficile. Mais j'ai su retrouver le réconfort auprès d'un moment important chaque soir, lorsqu'on se retrouvait à la cuisine de ma grand-mère autour du feu. Il y avait une personne qui disait Tony, Tony, et l'ensemble des personnes présentes dans la salle, dans la cuisine, répondaient Tony. La personne reprenait Tony, Tony, et l'ensemble reprenait Tony. Et après, il y avait une histoire qui était Ouais. racontée. Donc, c'est ces moments-là qui m'ont bercé, qui m'ont apporté la chaleur dont mon père m'avait privé en m'amenant au village. Et Hmm. là, ça a semé en moi la graine du storytelling, du fait de raconter des histoires. Plus tard, j'ai donc été récupéré par mon père, je suis rentré en ville et j'ai vécu en ville, mais Dieu merci, toutes les vacances, je me retrouvais au village pour au moins un mois et l'histoire continuait parce que la même tradition, les mêmes éléments se répétaient. On se retrouvait les soirs pour raconter des histoires. Et quand les parents voulaient nous poser des questions ou alors nous passer des messages sérieux, ils les passaient en racontant simplement des histoires. J'ai donc grandi comme ça et après j'ai été au secondaire, après j'ai eu mon bac, après mon baccalauréat, je suis Brice, donc juste pour contextualiser un petit peu, parce que là, tu viens de me faire retenir moi-même dans mes propres souvenirs. Il faut dire un petit peu la signification aux gens, ce que ça veut dire, Tony, 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 parce que Tony, ouais, parfait. Merci beaucoup Guy Bertol, justement, il faut préciser ça. ça fait Alors longtemps que j'ai plus entendu Tony, ça. alors Tony, c'est seulement histoire. Donc quand on dit Tony, Tony, c'est un peu pour dire histoire, histoire. Et quand les autres répondent Tony, c'est pour dire raconte. Donc Raconte. c'est un peu comme histoire, raconte, histoire, raconte. Donc, pour poursuivre, je suis donc arrivé à l'université. J'ai fait une école où j'ai pu avoir une licence dans le domaine de la logistique et du transport. Mhm. Après, je me suis inscrit en C'est master. quoi? C'est les sexes, c'est ça? La logistique et transport, je l'ai eu dans une école privée, l'Institut Les sexes? Ngassa Api. C'était pas l'ESSEC. Ah, ok. J'ai fait l'ESSEC quand je suis entré en master. Ah, ok. Donc, après, j'ai fait ce qu'on appelle les IPS, les instituts privés d'enseignement privé. Euh, c'est les écoles qui permettent d'avoir les BTS, la Mhm, licence ouais, professionnelle. des établissements professionnels. Exact. Donc, j'ai eu une licence professionnelle en logistique et transport. Et après, je me suis inscrit en master donc à l'ESSEC. J'ai fait 2 ans. J'ai eu un master en supply chain.
Après, je me suis lancé dans le monde de l'emploi. J'ai travaillé dans la logistique. La première entreprise dans laquelle j'ai travaillé, c'est Sonotra. Je serai toujours reconnaissant à Ismailou Kamsouloum, qui est mon premier employeur, qui est Mhm. mon grand frère. C'est quelqu'un qui m'a pris sous son aile. Il m'a recruté au niveau licence, après avoir vu une brillante Un stage présentation. En stage, oui. En stage, oui, parce que c'est ce que j'ai commencé. Et il était venu mhm. voir ma soutenance. J'ai commencé en stage, mais quand il est venu voir ma soutenance, il a été simplement très admiratif de ma capacité à fédérer les gens, parce que quand je Mhm. devais soutenir, il y a du monde qui s'est Yes. rué dans ma salle, les gens sont venus nombreux. Et je crois que ça l'a vraiment touché et il a dit, ce petit-là a quelque chose. Et c'est comme ça qu'il m'a offert mon premier contrat. Mhm. Après ça, je suis allé dans le domaine du cacao. J'ai été responsable d'usine de cacao de United Family. Après, là-bas, je suis rentré chez Nestlé Cameroun comme étant acheteur. Et au bout de presque 5 ans chez Nestlé, j'ai donc arrêté pour me lancer dans mon aventure entrepreneuriale, pour vivre de ma passion, pour exprimer ce que je savais le mieux faire. Donc, Yes. aujourd'hui, je suis entièrement dans ce qui me passionne, à savoir la prise de parole en public, les formations, les coachings. Donc, en gros, Mhm. voilà qui est Brice Kamgang. Je suis un père de 2 enfants, époux d'une magnifique épouse, Doris, celle sans laquelle je ne réaliserai pas ce que je réalise, parce que j'ai pris des décisions folles dans ma vie qui ont coûté cher à ma famille. Et elle a su me soutenir pour cela, notamment quand j'ai décidé de quitter de Nestlé pour me lancer dans ma passion, dans un univers qui n'est pas très bien forcément compris. On va peut-être revenir là-dessus tout à l'heure. Yes. Mhm. Au niveau du Cameroun, c'était un gros risque, mais j'ai préféré le prendre. J'avoue que ça a été difficile après, mais je ne regrette pas parce que c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises. Et je remercie le ciel de m'avoir donné Doris, parce que si elle n'avait pas Mhm. été là, ça avait été une autre femme ou bien quelqu'un d'autre, peut-être que j'aurais jamais pu maintenir le cap. C'est intéressant on n'en parle pas souvent aussi assez des compagnes ou des compagnons pour des femmes qui sont entrepreneurs, qui généralement ils sont en coulisses, mais ils jouent vraiment un rôle, je dirais, plus de 50% du truc parce que ce sont eux ou elles qui tiennent nos patins par derrière, en fait. On parle pas assez d'eux, tu Absolument, vois. Donc, absolument. je salue le fait que tu notifies cela. Et je vais un petit peu revenir en arrière sur le fait que tu dises que pendant tes années universitaires, lorsqu'il y avait, j'imagine, que ce soit des soutenances pour ton BTS comme ta licence parce que tu avais déjà une certaine réputation, les gens se ruaient pour venir t'écouter parler. Euh, est-ce que c'est à ce niveau-là que la transition se situe? À quel moment, en fait, est-ce que tu as déjà dû un petit peu te former sur, certes, il y a des formations en interne pendant les matières que tu reçois à l'université. La prise de Mm. parole fait probablement pas partie de ces matières-là, mais je ne pense pas que ce soit aussi poussé que ce que tu fais aujourd'hui ou ce qui se fait concrètement dans l'écosystème en fait de la prise de parole en public. Donc, à quel moment est-ce que toi, tu rentres concrètement dans cet univers-là? C'est quoi tes influences? Merci beaucoup pour la question. J'aime cette question et ça me permet justement de revenir sur une époque importante de ma vie. Où est arrivé le déclic? À quel moment est-ce que j'ai exactement compris que j'étais bon dans la prise de parole en public? Je pense que c'est vraiment là que j'ai dit, ah, this is my thing. Ça, c'est vraiment mon truc, quoi. Et je dois pouvoir capitaliser là-dessus, je dois pouvoir bosser dessus. C'est lorsque je suis en seconde au lycée technique de Douala Koumassi, Mhm. il y a des journées portes ouvertes et notre série, la série B, doit doit faire également une présentation Économie, auprès hein, si je du ne m'abuse, la économie, série c'est ça, B. oui. Ouais, La B, économie. c'est économie, les sciences économiques et sociales. Et à cette époque, il y a le délégué à l'éducation, le délégué provincial, le délégué Ebonguer, qui est devenu sénateur. Je ne sais pas s'il est encore sénateur aujourd'hui, mais il était devenu sénateur. Et il nous rendait donc visite pendant ces journées portes ouvertes. Il était question que la série B constitue une équipe qui devait faire la présentation. On devait présenter sur la question de la banane camerounaise qui avait été
qu'il y avait eu des soucis au niveau du marché européen. On disait que les normes n'étaient plus respectées et nos produits étaient donc rejetés. Il fallait donc faire une présentation sur cette situation. Et je me rappelle que on m'avait pris moi et un autre jeune homme qui s'appelait Pérem Ghislain, un brillant garçon également. On était les deux plus jeunes dans le groupe parce que c'était un groupe qui était constitué des enfants, des élèves de la seconde, de la première et de la terminale. On Mhm. était environ 6, je crois. Et chacun devait présenter une portion lorsque le délégué entrait dans la salle où on exposait. Mhm. Et je me souviens que là, il y a beaucoup qui ont désisté. Je crois qu'on était juste deux à présenter, Pérem, Ghislain et moi. Et j'avais présenté la plus grande partie. Et quand j'ai fini ma présentation, le délégué a dit, ah, il est bon, hein. Et il parlait au proviseur, Madame Boumiem, et il a dit, il a murmuré, il a dit, il est bon, hein, il est bon, hein. C'est vraiment ce jour-là que j'ai compris que c'était mon truc parce que naturellement en classe, les gens aimaient m'entendre parler, les gens, même mes enseignants, mes Et enseignantes tu aimaient n'avais quand je pas prenais la forcément parole. théorisé le truc pour toi, c'était Du tout, banal, du quoi, tout. comme ouais, je C'était m'exprime, banal. tout ça. Ouais. Exact. C'était vraiment banal. Je le faisais et puis c'est tout. C'est à partir de ce moment, à partir de la seconde, que j'ai donc commencé à lire des livres, à essayer de comprendre un peu ce que c'est que la prise de parole en public. Je lisais davantage des livres sur tout ce qui était débat, dialogue persuasif, pas Tu as des forcément petites, tu as des petits, la petites présentation. pépites comme ça à nous citer. Oui, oui, il y a un excellent livre le nom m'échappe, mais je dois l'avoir. Peut-être tout à l'heure, si on a le temps, cette Mhm. partie, peut-être tu vas la couper. Oui, on va rajouter. On va Oui, rajouter je vais, ça, on va rajouter dans la description. Il n'y a pas de souci, on va rajouter dans la ça description marche. de l'épisode pour ceux que ça intéresse. Déjà pour Super, débuter dans super. le truc, pour vous Su- su- s'essayer au sujet, quoi. Super, ça marche, ça marche. Donc, j'ai commencé à m'intéresser comme ça. Et puis, lorsque je suis arrivé à l'université, bon, j'ai fait une école professionnelle, j'ai fait une université professionnelle en première année. C'est ça davantage commencé à se libérer. Je le faisais, j'aimais les débats, j'étais très, très, très connecté à tout ce qui était débat politique. Pour moi, tu me mets devant un film, je dors. Tu me mets devant un débat, je le regarde pendant 24 heures, s'il dure 24 heures. Mon Mais père tu ne me disait, regardes pas juste comme une personne lambda, tu regardes juste parce que tu es intéressé par les différentes techniques, que ce soit j'imagine qu'il doit avoir la gestuelle et oui, aussi les rhétoriques, les argumentations et tout. Pas juste pour écouter, enfin, des débats quand même un temps soit un peu passionnants où tu peux piquer des petits trucs comme ça, j'imagine. je t'avoue que je ne regardais pas ça J'ai avec, comme un puisque j'avais médecin pas qui dissèque un théorisé. petit peu, tu vois, une Pas grenouille et encore. tout. Ah, ok. À cette époque, pas encore. Je dois l'avouer, je dois le dire aux internautes. Non, à cette époque, pas encore. Je ne regardais pas encore avec un regard critique ou un regard de quelqu'un qui comprend ce que c'est que la prise de parole en public. Non, je n'y comprenais même pas grand-chose. Je lisais un peu quelques livres et puis quelques blogs. À l'époque, Internet n'était pas aussi vulgaire qu'aujourd'hui. On pouvait aller au cybercafé et lire un ou deux blogs. Je regardais simplement ça comme étant un passionné, ça vibrait en moi. Et je savais que c'était mon truc, étant donné qu'en seconde, j'avais eu ce déclic-là. Mais je n'arrivais pas encore à me dire, ah, quelle est sa gestuelle quand j'écoutais les débats. À l'époque, Dominique de Villepin, je crois qu'il y avait des élections en France, ça devait être, quelle année Dominique de Villepin devait se présenter. J'avais suivi un intéressant débat de Dominique de Villepin et c'est vraiment resté dans ma mémoire. Mais c'était pas, je regardais pas ça en me disant quelle est la gestuelle qu'il fait, est-ce qu'il a une bonne variété vocale, est-ce que son débit est bon à cet endroit, comment est-ce qu'il a des répliques, non. Mais je regardais ça simplement comme un enfant qui peut regarder des dessins animés et qui aime les dessins animés. Donc c'est comme ça que je faisais. Jusqu'à ce que, au bout de 3 ans, je crois que c'est quand je rentre en emploi, parce que quand je rentre en emploi au bout de 3 ans après l'université, 3 ans, je commence donc à comprendre. Je lis le livre, c'est à cette période que je lis le livre de Dale Carnegie, Prendre la parole, Comment prendre la parole en public. Et je m'en vais donc comprendre ce que j'appréciais dans les discours. Je me vois donc en Hmm. train de revoir la gestuelle des gars, le débit, la manière dont les gars argumentaient. C'est comme ça que j'ai commencé à construire quelque chose de concret.
et la prise de parole en public a commencé à devenir quelque chose de scientifique pour moi. Yes. Voilà comment je me bâtis. Et à mesure que j'avance, quand je finis mon master et que je suis recruté par Nestlé, je commence à comprendre que la prise de parole en public n'intègre pas seulement les mots ou les gestes ou même l'intonation, mais la prise de parole en public intègre d'autres sciences qui sont la psychologie, la neuroscience. Et je commence donc à m'intéresser à la neuroscience. Je m'abonne à les neurosciences leader, à Psychology Today. Je reçois les recherches sur la psychologie et je vois très bien que en matière de communication, il y a une forte connexion entre la psychologie et la prise de parole en public. Je commence progressivement à disséquer, comme tu le disais tout à l'heure, je commence à Mhm. disséquer les prises de parole en public des gens. Quand je regarde quelqu'un parler, je dis, ah oui, ici, il aurait pu faire ça. Ah, mais ça, c'est un très bon point, c'était bien donné et tout. Je commence à davantage comprendre la chose. C'est à partir de ce moment-là. Yes, c'est vraiment intéressant. Et ce que tu notes là est vraiment pertinent. La corrélation entre la prise de parole et la partie psychologique, les biais cognitifs, c'est des trucs en fait que si on retourne 100 ans en arrière, on revient aujourd'hui et on va 100 ans plus tard, ça ne change jamais en fait. Les techniques, les stratégies, les derniers hacks et tout, ouais, ça peut varier, mais la structure de Du fonctionnement du cerveau cerveau de l'être reste humain, la même. c'est toujours pareil. C'est vraiment intéressant tout ça. Donc, je voudrais que tu me parles un petit peu de avant que tu ne te lances complètement, avant que tu ne quittes Nestlé pour te lancer complètement à 100% à ta passion, euh, il y a eu, tu as fait plein de choses. Notamment, on va parler aussi de Toastmaster, on va parler de Octuba, mais je pense que ce sont des trucs que tu as lancés avant de compléter. Tu faisais ça en parallèle de tes activités professionnelles, si je ne m'abuse. Oui, c'est effectivement ça. C'est-à-dire qu'avant de me lancer définitivement, je, je faisais des petites formations aux gens, j'accompagnais des élèves dans des écoles, dans des universités. Je faisais déjà cette activité-là en parallèle de mon travail, ouais, avant de me Mhm. lancer définitivement. Sauf que je le faisais davantage bénévolement que de façon professionnelle, quoi. C'est du bénévole, je prenais du plaisir à faire ça. Mhm. Et oui, effectivement, je l'ai fait. Le Toastmasters, j'intègre le Toastmasters en 2017. Yes. Euh, et le Toastmasters m'a vraiment bonifié. C'est-à-dire que Mhm. le Toastmasters m'a permis de vraiment de m'arranger, quoi. Yes, yes. On va C'est, parler on va en justement de parler. ça, on va expliquer déjà ce que c'est, mais avant, ce que j'aimerais, peut-être on allait très très vite en besoin, pour ceux qui ne sont pas Mm, familiers en fait au sujet, c'est tout ce qui tourne autour de la rhétorique, de la prise de parole en public. mm. Est-ce que tu peux, c'est quoi ta définition de la prise de parole en public et quelles sont les fonctionnalités de cette compétence aujourd'hui euh, sur quel segment, en fait, cette compétence-là peut être déployée aujourd'hui? D'accord, merci Guy Berthold. Tu me donnes l'opportunité de dire ce que j'ai souvent dit pour les personnes qui me suivent sur mes différentes pages, mes différentes plateformes. Ce que j'aime dire aux gens, c'est de passer de l'éloquence, la rhétorique, à l'art oratoire. Parce que l'éloquence et ce qu'on appelle rhétorique, c'est l'art du beau. C'est-à-dire que c'est ce qui est agréable. Ce sont les belles paroles, ce sont les bons mots, ce sont les vers, un peu comme de la poésie, sauf qu'elle n'est pas de la poésie au sens scientifique du terme. Donc, c'est ça la dimension éloquente, c'est ça la dimension rhétorique des choses. C'est comme ça que moi je perçois ça. Maintenant, quand moi je parle d'art oratoire, c'est vraiment qu'on passe à un autre niveau. Et ce niveau-là implique quoi? Implique de l'art. Et ça suppose qu'il y a une sorte de mise en scène. Il n'y a pas que les belles paroles, il n'y a pas que les beaux vers très bien construits, agréables à l'écoute, non. Mhm. Il y a cette dimension émotionnelle qui est très, très poussée. C'est pour ça que à la fin de la journée, moi, je peux définir la prise de parole en public efficace
comme étant la capacité à générer des émotions chez les gens pour les persuader à penser, à agir d'une certaine manière. C'est ça la prise de parole en public, selon moi. Et c'est important d'intégrer que lorsqu'on parle d'éloquence, ça peut être assez superficiel. Pas superficiel au sens léger du terme, mais au sens de ce que c'est pas le fond de la chose, selon ma compréhension, selon la manière dont moi j'interagis avec ce domaine-là. C'est pas le fond. Le fond, c'est vraiment de pouvoir passer donc de l'éloquence à l'art oratoire. Il y a aussi la grandiloquence. La grandiloquence, c'est simplement utiliser des grands mots pour dire de petites choses, alors qu'on pouvait utiliser des mots simples, des petits mots, pour dire des choses intéressantes sans avoir à rentrer dans tout ce qui est grands mots. Quels sont les domaines, quels sont les secteurs où on peut implémenter la prise de parole en public? Eh bien, je suis dans le regret peut-être de choquer quelqu'un pour dire que c'est tous les domaines. Il n'y a pas un seul domaine où la prise de parole en public n'a pas sa place. Pas un seul. Parce que un jour, quelqu'un m'a dit, le grand frère Martin Kamimim, il a dit la prise de parole en public est le plus vieil exercice au monde et nul ne peut s'en passer désormais. Parce qu'effectivement, lorsque tu es en entreprise, que tu sois salarié ou bien que tu sois l'employeur, tu dois pouvoir savoir t'exprimer en public. Et un public, ça peut être une personne, ça peut en être 10 000, 1 million. Et donc, c'est une compétence qui est nécessaire dans le cadre du déploiement de l'être humain. Ce que j'aime dire, c'est qu'en entreprise, on nous a appris qu'il y avait deux savoirs principaux. Il y avait le savoir-faire. On te parle de la compétence, de ce que tu es capable d'implémenter d'un point de vue technique, de la connaissance de ton domaine, de savoir-faire. Ensuite, on te parle d'un deuxième savoir qui est le savoir-être. On parle d'intelligence émotionnelle, on parle du savoir-vivre, on parle du respect, de la courtoisie, des valeurs de l'entreprise, c'est le savoir-être. Mais on oublie un troisième savoir, sans lequel les deux autres, à mon sens, n'auraient pas de sens. C'est le savoir-faire savoir. Parce que lorsque tu auras un C'est savoir-faire beau ça. Savoir faire excellent, savoir. oui, savoir-faire savoir. Donc, lorsque tu es excellent dans ton domaine, tu as un savoir-faire parfait. Lorsque tu as un savoir-être qui te permet d'interagir facilement, de comprendre les valeurs, de les respecter, d'être intègre, etc. Quand tu auras tout ça à la fin de la journée, il faudra que tu saches le faire savoir. Tu devras savoir faire savoir que tu as la compétence. Tu devras faire savoir que tu sais bien te tenir. Tu as un savoir-être qui est correct. Mhm. D'où donc le caractère indispensable de la prise de parole en public, de la communication orale persuasive. J'aime bien ajouter persuasive à la fin parce que je pense que toute prise de parole, chaque communication vise à persuader la personne qui nous écoute ou les personnes qui nous écoutent à penser d'une certaine manière ou à agir d'une certaine manière. Voilà pourquoi je pense que la persuasion est au cœur de la communication orale, principalement de la prise de parole en public. Donc voilà, Guiberto, ce que je voulais dire sur la question. Yes, yes, franchement, c'est propre, hein, franchement, c'est propre. Et tu as parlé de justement, tu as aussi expliqué persuasif parce qu'il y a toujours un objectif, euh, soit d'influencer les gens à penser quelque chose qu'on a envie de leur faire penser, ou alors de façon pratique, de faire un geste qu'on a envie de leur faire faire. Ça, je suis en train de faire, c'est entre guillemets une discrétion, mais pour faire un petit peu le parallèle avec peut-être nous, les entrepreneurs, les capacités, justement, avec cette compétence-là, de pouvoir faire un geste À quelqu'un.
à quelqu'un. Ça peut être des Exact. prospects, ça peut être le fait de sortir sa carte bleue pour acheter, ça vient du fait Ça peut même qu'il... être les collaborateurs, même les collaborateurs. Ou même Ça si peut on même revient être même à la base, ça peut être un employé qui essaie de peut-être renégocier son salaire, tu vois, qui essaie de... exact. Parfait. Ça peut être un employé qui essaie de renégocier son salaire, qui essaie de se valoriser, qui essaie de se positionner d'un point de vue stratégique dans l'organigramme de son entreprise. C'est un ça que cela est important. Comme tu l'as dit, c'est vraiment de se dire, et on veut que quelqu'un pense d'une certaine manière, ou on veut qu'un groupe de personnes pense d'une certaine manière, ou alors on veut que ces personnes agissent d'une certaine manière. On peut donc voir ici la corrélation entre la neuroscience, la psychologie et la prise de parole en public. Mhm. Parce que la dimension persuasive de la prise de parole en public trouve son essence dans les activités de neurosciences, le fonctionnement du cerveau, la psychologie comportementale, comprendre comment est-ce que les personnes se comportent, comprendre les différents biais qui sont les façons d'interpréter les choses. Biais Quand on cognitif, dit ouais. biais, c'est simplement les biais cognitifs, c'est simplement la manière dont les gens interprètent les choses sur la base d'un certain nombre d'antécédents, etc. Donc, c'est de comprendre tout ça et de savoir que quand je m'exprime de telle manière, la personne peut avoir tel biais cognitif qui l'amène à penser ceci, voilà l'effet que ça peut avoir sur la personne. Et est-ce qu'à la fin de la journée, ça oriente la personne dans la direction que je veux que la personne entreprenne, ou alors la direction que je veux que la personne prenne, oui ou non. Si c'est oui, ok, je continue. Si c'est non, peut-être que je vais m'ajuster et me dire, ok, quels sont les éléments que je peux trouver dans ce que m'offre la science pour pouvoir amener la personne à agir d'une certaine manière. Yes. Donc, avec tout ce que tu viens d'expliquer, on comprend clairement que, en fait, cette compétence ou cette capacité-là à convaincre les gens ou ne serait-ce que déjà à retenir l'attention des gens, c'est présent dans tout ce qu'on fait dans notre vie et en fait pendant toute notre vie. La question, j'imagine que c'est pas juste moi, que peut-être plein de personnes pourraient se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est pas quelque chose qui est vulgaire? Pourquoi on nous apprend pas ça peut-être depuis l'école primaire? Pourquoi c'est pas quelque chose qui est... C'est à peine, en fait, si tu poses la question, je sais pas, chez nous là, soit si tu passes sur un marché sur Douala ou sur Yaoundé, tu poses la question à 100 personnes, je suis pas sûr que tu auras 10 personnes qui ont même une idée en fait de la signification de ce que c'est. Pourtant, c'est quelque chose qu'ils utilisent tous les jours, même dans leur propre boulot pour essayer de vendre leurs produits, d'essayer de... Pourquoi c'est pas quelque chose qui est mainstream si c'est quelque chose qui est supposé avoir une telle importance dans notre vie, qui impacte clairement notre vie, toute notre vie en fait. Guy Berthold, je pense pertinemment que c'est fait à dessein. C'est fait à dessein parce que ça a été considéré comme quelque chose d'élitiste. Un groupe de personnes doit pouvoir comprendre comment ça fonctionne et l'appliquer. Les autres en bas ne doivent pas comprendre comment ça fonctionne. Je pense que c'est fait à dessein. Tai Lopez, un important entrepreneur Américain. américain qui est très présent sur les réseaux sociaux et tout, il a dit que l'une des choses cruciales qu'on devrait enseigner à l'école, c'est la prise de parole en public. Warren Buffett, qui est toujours dans le top 4 des hommes les plus riches du monde depuis au moins 17 ans, a dit que le Un peu seul plus, hein? certificat, un peu plus, c'est tout dans le top 4, deuxième, troisième, quatrième, depuis plus de 17 ans, il a dit que le seul certificat qui reste accroché dans son bureau, c'est justement le certificat en prise de parole en public qu'il a obtenu à l'Institut Dale Carnegie. Mais pourquoi ces personnes qui ont un certain niveau comprennent que c'est l'élément fondamental qui leur a permis d'arriver où ils sont, des multimillionnaires? Milliardaire, multimilliardaire. Des milliardaires, je ne suis pas millionnaire, c'est des milliardaires, exactement, c'est des milliardaires. Et malheureusement, ce n'est pas enseigné. Comme je le dis, je pense que c'est fait à dessein. Je pense que ça doit rester quelque chose d'élitiste. Ce sont... En fait, on a présenté la prise de parole en public comme étant une affaire de politiciens. On dit, non, c'est des joutes verbales, c'est une affaire de politiciens, bons parleurs. C'est comme ça qu'on nous a présenté ça. Pourtant, je pense simplement que ce n'est pas le cas. Tu l'as dit si bien quand tu me posais la question, c'est que les gens l'utilisent au quotidien, au marché, pour vendre les produits Sans et même se tout, rendre compte. Sans même se rendre compte. sans même s'en rendre compte. Mais pourquoi ne pas leur apporter la science de la prise de parole en public?
c'est un peu, peut-être qu'on reviendra dessus, c'est un peu ça ma vision, c'est de me dire, à un moment donné, les gens m'appelaient l'évangéliste de l'art oratoire. Certains disaient, pourquoi il fait tant de bruit autour de son affaire d'art oratoire là? C'est même quoi? Et moi, ça me faisait rigoler parce que je disais, vous n'avez pas encore compris ce que c'est. Un jour, vous allez comprendre. Maintenant, je peux voir que voilà, c'est en train d'être relativement vulgarisé, notamment dans mon pays, au Cameroun. Je vois beaucoup de gens qui font des formations euh, dans ce domaine-là, qui essaient d'aider le maximum de personnes. Donc, Ouais, c'est très bien, franchement. oui, ça fait plaisir aujourd'hui quand moi je vois ça. Je vois je partage parfois, je mets des commentaires, j'encourage les personnes. Je dis, allez-y, faites-le si vous pouvez rendre ça. Je veux dire, pour moi, si tu sens que tu as la capacité de le faire, fais-le. Mais si tu n'as pas la capacité, forme-toi davantage, apprends. Parce que une chose est de savoir parler, une autre chose est de savoir expliquer comment savoir Ouais, la parler. transmission, c'est une autre compétence aussi. C'est une autre compétence, c'est une autre compétence. Donc, Ouais. voilà pourquoi, de mon point de vue, Guy Berthold, je pense que c'est pas enseigné à l'école. Et je reviens sur un élément, ça m'a peut-être échappé, mais tu me permets de clarifier ça. Tu disais Mhm. que quand je suis arrivé au secondaire, qu'est-ce qui m'a amené à structurer la prise de parole en public, etc. Parce que tu sais que c'est pas enseigné à l'école primaire, mais que peut-être à l'université, au niveau supérieur, on a peut-être des formations dans ce sens. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de formation sur la prise de parole en public. Tu feras des exposés. Je parlais plus après le bac, hein, pendant Oui, le temps que oui, c'est. après le bac, il n'y a pas. Non, il n'y a pas de Ah, formation sur la prise de parole en public. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Après le bac, il n'y en a pas. Tu vas faire des exposés comme tu faisais au secondaire, c'est-à-dire quand tu donnes des travaux dirigés, tu viens, tu présentes. ça veut dire que Mais ça fait partie juste des matières, mais en pratique, c'est parce que. oui, si tu as vu ça dans les matières prise de parole en public, c'est peut-être nouveau. Mais moi, j'ai jamais connu ça au supérieur. Je crois même pas que ça existe. Il faudra regarder. Peut-être tu as vu ça, mais si tu as vu ça, ça veut dire que c'est vraiment nouveau. Mhm. J'avoue que j'ai pas peut-être la connaissance de tous les syllabus. D'accord, j'ai pas la connaissance de tous les syllabus dans les écoles, mais jamais de ma petite expérience d'universitaire au supérieur, j'ai jamais vu quelqu'un me dire qu'il avait un cours sur la prise de parole en public ou bien non, j'ai jamais vu ça. Donc je suis pas sûr que ça existe dans les syllabus. Si ça existe, c'est que c'est peut-être nouveau. Et c'est justement ça. C'est pour ça que je te dis, ça reste quelque chose d'élitiste. On se comporte comme s'il n'y a que les, 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 les politiciens ou les grands, entre guillemets, pour savoir ce que c'est que la science de la prise de parole en public. Et c'est juste dommage, parce que, comme je disais, quand on te demande de venir faire des présentations, on te dit que c'est en pratiquant que tu vas t'améliorer. On est sûr que, OK, tu vas faire des présentations, fake it until you make it. Donc, Mhm. tu vas échouer, est-ce que tu vas réussir à bien le faire? Ouais. Mais sauf que Michael Jordan avait dit une chose qui m'a marqué. Et moi, à chaque fois où excuse-moi, moi, à chaque fois où je dois former, où je dois coacher, ça fait partie des éléments, parce qu'il y a des éléments fondamentaux sur lesquels je viens avant, j'introduis la formation. Michael Jordan a dit, si tu peux t'entraîner à shooter, il parlait du shoot au basket, Mhm. il disait, tu peux t'entraîner à shooter 8 heures par jour. Mais si tu n'as pas la bonne technique de shoot, tu vas devenir un expert en mauvais shoot. Tu vois? Pourtant, ça fait sens, hein. Ça fait tout à fait sens. En fait, il t'explique que non, tu as besoin d'avoir la technique qu'il faut. Sinon, c'est un peu comme si on t'attend à droite. Toi, tu es en train d'aller à gauche et tu cours même très vite. T'accélères, Tu ouais. vas tellement vite que personne ne peut courir comme toi. Sauf que tu es en train d'aller à gauche. On t'attend à droite, tu es en train d'aller à gauche. Tu vois? Donc, c'est pour ça que c'est important quand je dis que ça devrait être enseigné à l'école. C'est qu'au supérieur, même quand on va te permettre de faire des présentations, personne ne viendra te dire, hé, lorsque tu as présenté ceci, tu aurais pu dire cela de telle façon pour que ça ait tel impact. Personne ne te dira ça. On parlera de ton fond, on parlera de ton devoir. Si tu es timide, peut-être on reviendra dessus pour dire non, tu es timide, tu n'as pas assez d'énergie dans la voix. Ça ne suffit pas. Donc, voilà, Yes. Guilberto. Ok, ben, je propose qu'on passe à Toastmaster. Déjà, tu peux nous définir ce que c'est, dans combien de pays ils sont, ce que c'est, ce qu'ils font et tes exploits, parce que et on a quand même. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de parler de cette merveilleuse organisation.
qui a des valeurs importantes et qui est surtout l'organisation qui m'a permis de me structurer en tant que professionnel de l'art oratoire. Ma gratitude infinie au Toastmasters International parce que je le pratiquais, je savais m'exprimer en public. Je ne vais pas dire que j'ai appris à m'exprimer au Toastmasters, ce ne serait pas vrai et ce ne serait pas juste. Mais le Toastmasters, puisque je suis membre depuis seulement 2017, donc c'est assez récent, le Toastmasters m'a aidé à me bonifier et à me structurer. Le Toastmasters, c'est une organisation qui est dans combien de pays? Je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est beaucoup de pays. Je suis sûr que c'est plus d'une soixantaine de pays. Ouais, ils sont partout. Ils sont presque partout et ils sont organisés en club. Il y a des clubs qui existent et tout. Et le Toastmasters offre principalement, je voulais dire deux compétences, mais ce n'est pas vrai parce que dans le cadre des formations, c'est plus de 360 compétences qui sont développées quand tu es Toastmasters. Mais il y a deux grands pôles au niveau de Toastmasters. Le premier pôle, c'est le pôle leadership et le second, c'est le pôle de prise de parole en public. Mais je pense que c'est même l'inverse. C'est d'abord la prise de parole en public. C'est davantage pour la prise de parole en public que les gens intègrent le Toastmasters. Sinon, ils pourraient aller n'importe où et avoir des compétences en leadership. En leadership, c'est vrai quand même. Et c'est l'art oratoire, c'est la prise de parole en public qui est le socle du Toastmasters. D'ailleurs, le Toastmasters vient de Ralph Smedley, qui l'a créé en 1924. Et Ça date pas bien. 1924. Oui, c'est vieux. Pourquoi est-ce qu'il décide de créer ce club? C'est pour ça que nous, et là je m'adresse aux Africains, je sais qu'il y a différentes races, il y a sur différents continents, je suis ce podcast, mais permettez-moi, qui me suivez, de parler à mes frères africains. Nous devons apprendre à résoudre des problèmes qui sont autour de nous. Ralph Smedley, pourquoi est-ce qu'il crée le Toastmasters? Parce qu'il a observé qu'à chaque fois où ils allaient dans des cérémonies, la plupart du temps, quand on disait à quelqu'un de lever le toast, il levait le toast et il avait du mal à s'exprimer. Il n'arrivait pas à s'exprimer. Il n'arrivait pas à délivrer un discours court de 30 secondes. Que c'est... Oui, voilà comment le gars, le monsieur s'est dit, mais attends, si les gens ont du mal à faire ça, travaillons, mettons-nous ensemble et travaillons à devenir des maîtres du toast. Toast master. Des maîtres du toast. De façon à ce que quand tu arrives et qu'on te donne 30 secondes, et tu vois jusqu'où c'est poussé parce que combien de fois avons-nous affaire à des personnes stratégiques dans le cadre du développement de notre business et nous n'avons que 30 secondes pour leur parler? Très souvent, ça arrive. On a très peu de temps pour convaincre des gens. Les gens très occupés, les gens d'un certain niveau qui peuvent jouer un rôle capital dans notre business, en général, n'ont pas assez de temps à nous accorder. Ouais, tu vas même loin. Si on prend juste le simple, peut-être pour ceux qui sont plus marketeurs, tu as 3 secondes sur une page de vente pour pouvoir déjà attirer l'attention de quelqu'un et l'amener à lire tout ce que tu as écrit. Donc, l'attention, en fait, des gens en général, surtout avec le digital et tout, ça s'est considérablement réduit avec le temps. Donc, tu as juste quelques secondes, c'est infime secondes pour rapidement retenir l'attention des gens, passer un certain message et à la fin, comme on disait précédemment, les amener soit à penser d'une certaine façon ou à agir par rapport à quelque chose qu'on aurait déjà présupposé auparavant. Quoi. Tout à fait, tout à fait. Et c'est ça, justement, l'attention de l'être humain est davantage réduite aujourd'hui du fait du flot d'informations. On a tellement d'informations qui arrivent et les gens n'ont pas le temps de s'arrêter, d'être focus. Et quand tu regardes aussi les pensées qui affluent, on parle de quoi? D'environ 60 000, entre 50 000 et 60 000 pensées par jour. C'est énorme. Donc, les gens doivent être rapidement, et là, quand tu parles de l'accroche, on parle du processus AIDA, peut-être qu'on va revenir dessus tout à l'heure, quand je parle justement en matière de pitch et d'oratoire et tout ça, le processus AIDA a attiré l'attention. Oui, on n'a pas assez de temps. Et lui, il s'est dit, mais pendant les 30 secondes là, où on te donne de lever le toast, tu dois pouvoir marquer quelqu'un dans la salle. C'était stratégique. Et voilà comment il a créé le Toastmasters. Et progressivement, la notion de se mettre ensemble, de bâtir ensemble, de construire ensemble. Il s'est associé avec des gens qui comprenaient sa vision, des gens qui... Et depuis 1924, l'organisation existe. Depuis 1924. 230, impressionnant. Donc, nous pouvons aussi, nous, chez nous, bâtir des empires qui demeurent comme ça sur la base d'une observation, sur la base de quelque chose qui ne marche pas.
on se dit on peut apporter telle solution et on se comprend, on se met ensemble et puis on bâtit quelque chose de solide. Donc voilà, le Toastmasters, c'est comme je disais, représenté dans peut-être une soixantaine de pays, voire 80. J'ai pas la fiche. Si j'avais, j'aurais pu chercher la fiche et lire tous ces éléments-là. Mais en tout cas, si les gens tapent Toastmasters sur Google, ils vont voir tous les détails concernant cette organisation. Donc, c'est véritablement elle qui m'a donc permis de me structurer dans le cadre de la prise de parole en public et de me bonifier, notamment en m'offrant une plateforme où je pouvais m'exprimer presque toutes les semaines de façon professionnelle et aussi Virtuel? en m'offrant, pas virtuel, mais physique, des clubs. Mhm. Des clubs. On va dans les clubs, il y a des sessions. Moi, je fais partie. Le club qui m'a accueilli, c'est le Langa Douala Toastmasters Club. C'est le Mhm. club qui m'a accueilli au niveau de Douala. Et je remercie mon premier mentor qui était euh, la toute première personne qui m'a été attribuée comme mentor et comme quelqu'un qui devait m'aider à comprendre comment ça fonctionne et tout. Il s'appelle Gaston Quoi. Gaston m'a beaucoup aidé quand je venais d'intégrer l'organisation. Je suis infiniment reconnaissant pour cela. Bon, après, il y a plusieurs personnes qui ont joué des rôles importants, notamment Isabelle Pachon et Arlène Chana. Mhm. Donc, le Toastmasters organise des compétitions d'art oratoire. Je n'ai pas dit de rhétorique, je n'ai pas dit d'éloquence. C'est de l'art oratoire. Justement, c'est Et quoi la différence comme je entre... disais, quand tu... Je La, savais, je savais que tu as dit qu'il y a quand même une partie très, très, très artistique dans l'éloquence, dans le beau, dans la recherche, en fait, c'est de ça de paraître l'agréable. De l'agréable. de l'agréable, ouais. Et dans l'art oratoire, on allait un petit peu dans quelque chose de beaucoup plus scientifique, C'est ça. qui fait entrer même d'autres disciplines, quoi, comme tu parlais de neurosciences, notamment. Exactement. Avec une importante mise en scène. Parce que c'est là où la créativité oratoire, j'ai fait un coffret de formation dessus qui s'appelle la créativité oratoire. La Mhm. créativité oratoire prend tout son sens justement au niveau de l'art oratoire. Parce que c'est une mise en scène. Quand on parle en public, quand on fait l'art oratoire, on fait ce qu'on appelle une mise en scène. C'est pour cela qu'il y a un Un peu discours. comme les avocats, là. Je sais pas, il y en a un là qui joue souvent très bien de ça. Peut-être tu as entendu parler de lui, Moretti. Oui, oui, l'avocat, c'est Daniel Moretti. Il est très charismatique. Je ne me On rappelle pas de l'appelle, son c'est prénom, Monsieur Aki. mais c'est Exact, Moretti quelque chose. Moretti, et puis il a défendu des profils de personnes différentes. Ça peut être des terroristes comme je crois qu'il a même défendu aussi Kamto aussi, si je ne me trompe pas. Il est au Cameroun aussi, si je ne me trompe pas. exactement. Justement, Il il a est au une façon Cameroun. de, quand tu regardes ces trucs, tu as l'impression que c'est un film en fait. Or que à la fin, il y a la vie de quelqu'un qui est en jeu en fait. C'est ça. Il s'appelle Éric Voilà, Dupont-Moretti. Éric Dupond-Moretti, ouais. Excellent. C'est un bel exemple. Il est très critiqué parce que c'est l'homme qui fait acquitter même les plus grands criminels. Tout On a simplement parce l'impression que c'est qu'il un acteur vivait. en fait. C'est pour ça que quand tu as parlé de mise en scène, j'ai directement pensé à lui parce que c'est tellement, c'est presque un film où tu as l'impression que c'est pas réel, tu vois. Pourtant derrière il y a des vrais enjeux, quoi. Tu vois, j'en souris parce que ça me parle, ça vibre en moi en fait. Et tu as pris un bel exemple, Éric Dupond-Moretti. Regardez ses plaidoiries. Plaidoirie ou plaidoyer, je ne sais pas quel est le Et bon quand c'est terme, soit plaidoyer, si je me plaidoyer ou trompe pas. plaidoirie. Je ne sais pas si on dit la plaidoirie ou bien le plaidoyer, je ne sais pas. Mais Yes. bon, regardez ses prises de parole à la cour, à la barre, à la cour. Il y a plein de vidéos hein, sur YouTube. Pleine vidéo. Même ne Parce que serait-ce c'est un que cas lorsqu'il d'école, est invité sur un plateau comme ça, avec plein de personnes, même sur un plateau. tout le monde se tait, on écoute comme ça, on a l'impression, comme on dit Il est chez nous, très on voit charismatique. ses paroles comme la Guinness, quoi. Le gars parle, il parle et les gens, ils acquiescent tout simplement, tu vois. Même des trucs que normalement, ça passe pas forcément, tu vois, parce que généralement, quand on dit théorie, il y a pas, les gens ferment leur cerveau, en fait, ils n'essayent pas de prendre la distance pour analyser concrètement la situation et voir les raisons pour lesquelles ils pourraient potentiellement défendre cette personne. En tant qu'être humain, si la vocation se réfère déjà à la fonction d'avocat, ce que ça veut dire, tu vois, pas de jugement de valeur. Et moi, je trouve, ouais, c'est intéressant quand même, mais c'est vraiment, quand tu parles de mise en scène, c'est lui qui représente ça au mieux, franchement. C'est, C'est ça. Et c'est pour ça. Donc, et là, le monsieur, il te fait donc la différence claire entre l'éloquence
et l'art oratoire. Mhm. L'art oratoire, il y a une dimension mise en scène, dimension artistique, parce que c'est tu dois pouvoir marcher, comme je dis souvent, marcher dans le cerveau des gens. C'est vraiment, c'est de la neuroscience. Tu pousses, il y a un décor que tu dois créer. Et le décor, tu le crées avec quoi? Tu le crées avec ta voix, avec ta gestuelle, ta posture, avec ta position, avec le regard que tu peux avoir lorsque tu dis quelque chose de spécifique, avec le ton que tu peux avoir lorsque tu dis quelque chose de spécifique. Bref, avec tout élément qui L'usage permet. même de la structure du cerveau humain, quand tu sais peut-être en disant tant tes trucs, peut-être tu fais une sorte de recadrage émotionnel, tu les mets dans une certaine posture où ils vont ressentir certaines émotions et puis bam, tu lâches tes trucs au fur et à mesure progressivement. C'est, on a envie de dire c'est mathématique, mais pourtant c'est pas si évident, tu vois, c'est vraiment pas évident. Je vais dire, même si on part pas de zéro, même si on part de quelqu'un qui a déjà cette compétence à se placer, je prends mon cas, à se placer face à des personnes pour s'exprimer, ce n'est pas pour autant que tu seras forcément captivant, que tu pourras retenir l'attention des gens et faire passer le message que tu as envie de faire passer, tu vois. Même si tu sais tout ça, je sais pas, il y a une structure, il y a forcément une chronologie. Est-ce que tu aurais peut-être 5 points que tu pourrais citer sur lesquels ça va pas, tu vas pas acquérir la compétence en one shot, c'est clair, mais sur lesquels tu pourrais travailler comme ça pour, je sais pas, au fur et à mesure, au fil du temps, même si ce sont des entraînements perso comme ça, tu essaies et puis tu parles parce qu'il y a des gens qui le font. Donc, et je trouve pas ça, c'est pas, on n'est pas fou, c'est du training comme un footballeur qui fait son footing tout seul et tout. Donc, est-ce que tu aurais peut-être 5, 4 ou 5 points sur lesquels tu disais, pour cette compétence. Voici les 5 points sur lesquels il faudrait bosser, on parle souvent d'effets cumulés, quoi. Accumuler comme ça de multiples actions tous les jours qui vont te donner une certaine, qui va faire une grosse différence peut-être après 1 an, après 2 ans, après 5 ans, quoi. Oui, merci beaucoup de me donner cette opportunité. Je voudrais juste confirmer qu'effectivement, ce que tu dis est très important parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, et les gens aiment bien me le rappeler, ceux qui sont proches de moi, notamment mon épouse, elle me demande toujours, chérie, tu arrêtes de nous perturber parce que je perturbe à la maison. Je continue de m'entraîner, je continue d'être devant la glace et de faire mes entraînements toujours aujourd'hui. Donc, ça ne s'arrête jamais. Surtout quand tu es un professionnel comme moi, c'est ma vie, c'est mon domaine. Donc, c'est important d'être toujours dans la pratique et encore la pratique. Je parlais du Toastmaster tout à l'heure, je vais rentrer dans les quelques éléments, 5 points environ, sur lesquels, 5 points, 5 éléments sur lesquels on peut travailler de façon répétitive pour améliorer justement sa capacité persuasive à l'oral. Tu vois, le Toastmasters, par exemple, comme tu disais, ça m'a permis effectivement de gagner des trophées en Afrique et actuellement, je suis en train d'en gagner au Canada. Je suis sur Ah, le tu point vas nous de. Je dire. suis qualifié pour la finale. Si je gagne, je serai champion de Canada francophone. 7 mois après mon arrivée ici. Et donc, c'est pour dire que le Toastmasters, c'est une excellente plateforme. Maintenant, quels sont les éléments sur lesquels on peut travailler pour améliorer justement sa prise de parole en public? De façon simple, il faut comprendre comment fonctionne le cerveau humain. Comme nous avons convenu, à chaque fois où quelqu'un prend la parole en public, ça devrait, parce que ce n'est pas toujours le cas, peut-être parce que la personne l'ignore, c'est pour ça que c'est important de se former, ça devrait pouvoir être afin d'influencer la manière de penser des gens ou d'amener les gens à agir d'une certaine manière. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à agir d'une certaine manière? C'est la décision que la personne a prise. Qu'est-ce qui amène, pardon, Mhm. qu'est-ce qui amène la personne à agir d'une certaine manière? Je disais, c'est la décision que la personne a prise. Qu'est-ce qui amène la personne à décider de prendre cette direction? C'est l'émotion que la personne a ressentie. Qu'est-ce qui amène la personne à ressentir cette émotion? Ce sont les hormones que la personne a sécrétées.
Quels sont les éléments qui permettent de sécréter ces hormones? Ces hormones, ce sont des stimuli externes qui sont donc constitués donc des éléments verbaux, des éléments du non-verbal. Une fois que tu as compris ce cheminement, ce processus, tu te dis, OK, il faut aller travailler donc sur quoi? Sur les stimuli. Comment est-ce que je stimule une hormone particulière pour avoir une émotion spécifique afin que la personne prenne une décision particulière et agisse d'une certaine manière? Ça aussi, je le dis et je le rappelle, je le dis toujours, c'est que il est important que l'usage qu'on va faire des outils qu'on reçoit, justement ceux que je donne, soit dans un usage positif. Sinon, ça devient de la manipulation. Parce que je disais, ce que je dis quand je forme les gens dans mon académie d'art oratoire, je leur dis, vous êtes là, je vous donne des secrets, je vous donne des outils, mais ça doit être à des fins positives. Parce que si vous les utilisez à des fins négatives, ça devient donc la manipulation. On parlait C'est du pertinent, ça. C'est même promoting. effrayant pour quelqu'un. Est-ce que c'est même une question que j'allais poser après, mais je profite vu que tu en parles. Et comment qu'on crée un expert en art oratoire? Imagine si c'est quelqu'un de machiavélique, franchement, qui sait exactement comment le cerveau humain fonctionne, mais qui a d'autres projets, je sais pas, des projets. Il va faire Est-ce mal. que, je sais que peut-être c'est un sujet entre guillemets tabou. Est-ce qu'on pourrait dire que ce sont des compétences, peut-être les théories s'utilisent par exemple pour, parce que quand même, convaincre quelqu'un d'aller se faire exploser quelque part, c'est pas le sujet, hein, c'est pas, on n'est pas en train de faire un Ouais. cours ici pour envoyer les gens aller, mais juste pour montrer à quel point le truc est puissant, est-ce que ce sont des techniques ou des méthodes, des compétences que ces personnes utilisent, quoi? On va fermer le sujet, ce sujet-là, c'est juste pour illustrer un petit peu l'idée, quoi. Je répondrai sans risque de me tromper, oui. Oui, parce que c'est ce qu'on appelle parfois le lavage des cerveaux. C'est ce qu'on appelle la manipulation. C'est ce qu'on appelle l'effet de la vérité illusoire, qui est un effet psychologique, qui veut que lorsqu'on te répète une chose plusieurs fois, que tu finisses par reconnaître que c'est la chose-là qui est la vérité absolue. Le cerveau fonctionne comme ça. Donc, ces organisations, elles utilisent l'art. Et c'est pour ça que je dis, c'est comme un couteau. On va Mhm. revenir peut-être sur les différentes analyses de discours que j'ai faites Mhm. récemment et qui ont défrayé la chronique. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites autour. Euh, Notamment sur Lady Ponce, quand j'ai analysé sa sortie, il y en a qui sont venus commenter et qui ont dit, donc l'art oratoire, c'est de la manipulation. Et j'ai répondu en disant, Pas tout l'art à fait. oratoire, c'est comme un couteau. On peut Suisse. s'en Couteau servir, suisse, des deux côtés. oui, on peut s'en servir pour se faire une pomme qu'on mange, mais on peut s'en servir aussi pour blesser. Donc, à la fin de la journée, c'est l'usage qu'on en fait qui peut pervertir le métier ou la compétence. Donc, on est appelé à être suffisamment responsable dans ce qu'on fait. Et je le rappelle toujours aux personnes que je coach en matière de prise de parole en public. Donc, quelques éléments sur lesquels on peut travailler rapidement. Mhm. Alors, c'est les éléments qui peuvent stimuler donc une certaine émotion spécifique afin que la personne prenne une certaine décision et agisse d'une certaine manière. Le premier élément sur lequel on va travailler, c'est la nature des mots. C'est le type de mots qu'on va utiliser. Mais les mots ne suffisent pas. On sait que voilà, il y a des travaux qui sont consacrés à Albert Mehrabian qui disent que les mots comptent pour 7% dans le cadre d'une communication orale et qu'on aura le paraverbal euh, qui va compter pour tout ce qui est 35% et 37% et que 55% seront pour les 55% seront dédiés aux aspects visuels de la chose, donc tout ce qui est post-gestuel. Donc, les mots sont très importants. C'est quels mots on utilise. Il faut pouvoir savoir à chaque fois, par rapport aux attentes de mon audience, je veux parler à qui? À chaque fois, Ton c'est avatar l'audience client qui pour nous importe. les marketeurs. Exact. Il faut toujours, c'est ça, il faut savoir qui est ta cible. C'est en fonction de ta cible que tu choisis les mots que tu vas lui dire. Quand tu as choisi les mots, il faut donc travailler sur la qualité des mots que tu vas utiliser. Quelles sont les expressions? Quels sont les mots qui sont familiers à cette personne? Quels sont les mots que cette personne peut comprendre? Quel type de langage cette personne comprend? Est-ce qu'il y a des expressions, si tu veux parler à quelqu'un qui est d'une certaine origine du globe terrestre, il y a peut-être des expressions qui lui sont familières.
faites l'effort d'intégrer ces expressions-là dans le cadre de votre échange. Tu viens parler à un groupe de personnes qui appartiennent à une certaine communauté, faites l'effort d'intégrer des expressions qui leur sont familières. Donc, le choix des mots, c'est très important. La deuxième chose, c'est que lorsque tu as identifié les mots, l'autre chose sur laquelle tu peux travailler également, c'est, bon, je vais parler du deuxième, c'est un deuxième point, c'est au niveau du langage imagé, c'est-à-dire l'usage des métaphores. Pourquoi? Parce que quand tu utilises un langage imagé, ça permet rapidement au cerveau de se connecter et de justement sécréter les hormones. C'est un très bon stimuli externe, le langage D'où la imagé. rhétorique, en fait. C'est un peu ce que les politiciens utilisent beaucoup lorsqu'ils C'est ça. s'expriment, lorsque quelqu'un dit peut-être travailler plus, gagner plus, je ne sais pas, un truc. C'est ça, effectivement. Des figures de style, utiliser Ouais. des figures de style, peut-être la métaphore, l'analogie. Et pour ceux qui sont chrétiens, Jésus-Christ était le maître dans le domaine. C'est peut-être ce qui a fait de lui, ce qui a fait sa réputation, qui a fait de lui l'être humain pour ceux qui croient en lui comme étant un homme, l'homme qu'il a été, qui a marqué l'histoire par sa façon de prendre la parole en public, etc. Donc voilà deux choses, les mots et les figures de style. Je laisse ce pilier-là verbal. Si je viens maintenant au niveau du pilier vocal, le vocal, c'est tout ce qui renvoie au... C'est l'emballage des mots. C'est-à-dire le mot que tu vas prononcer emballé dans un ton. Et ce ton-là constitue donc l'élément qui va davantage donner un sens à ce mot. Si je dis je t'aime à mon épouse en disant je t'aime, ça ne résonne pas de la même manière que je t'aime. C'est totalement différent. Donc, en fonction de mon ton, je vais donner un sens spécifique au mot. Il faut pouvoir travailler sur son ton, savoir que comment est-ce que je peux placer ce mot de façon à communiquer quelque chose de spécifique à l'individu qui m'écoute. La deuxième chose que la personne peut travailler au niveau du vocal, et ça, c'est une autre dimension de la prise de parole en public. C'est au niveau des pauses, des silences. Je suis en train de travailler, mon livre va être publié l'année prochaine, le jour de mon anniversaire, le 26 octobre 2021. Et ça, je l'annonce ici en exclusivité. C'est dans plus Yes. d'un an. Je travaille dessus depuis 3 ans et je vais le publier l'année prochaine. Dans ce livre, je parle d'un élément qu'on appelle l'orateur silencieux, la capacité à communiquer par le silence. Et c'est l'une des forces du président Barack Obama. La capacité à faire du silence, à faire les pauses. Il y a des pauses qui s'imposent dans le cadre d'une prise de parole en public. Ce sont les pauses grammaticales. Quand on arrive à une virgule, on va faire une pause. Quand on arrive à un point, on va faire un silence. Ça, c'est clair. Mais les silences dont je parle, ce sont des silences stratégiques qui n'obéissent pas à ces règles de virgule et de points, de ponctuation grammaticale. Non. C'est purement stratégique afin de magnifier une parole, afin de, de donner de la puissance à quelque chose que tu as dit ou que tu veux dire. Dans ce sens, la pause peut être placée avant la punchline ou après la punchline. Donc, travailler sur ces pauses, c'est super important. Et cinquième et dernier point, je vais aller le prendre dans le pilier visuel. Le pilier visuel renvoie à tout ce qu'on voit de toi. Donc, ta gestuelle, l'expression de ton visage, le contact visuel, ta posture, c'est tout ce qu'on voit de toi. Et C'est de dur quand même. tous, Moi, j'ai l'impression que c'est le plus dur là, parce que c'est dur, tu vois. Il y a des trucs, pour ceux qui se souviennent, même en science, on parlait de réflexes innés. Tu vois, des trucs que c'est même pas toi en fait. Donc, c'est un mécanisme dans ton cerveau qui déclenche quelque chose. Et peut-être tu peux ou bien peut-être avaler la salive et tout. Dit qu'il y a des gens qui peuvent. Déjà, les autres 4 points, c'est pas déjà évident, mais ça, pour moi, j'ai l'impression que c'est le plus dur, quoi. Enfin, tu vas me dire. bon, peut-être pas le plus dur, mais c'est peut-être le plus. Tout est facile Là, de toutes tu les hackes ton façons. cerveau, en fait, tu retournes à l'intérieur. Tout est facile de toutes les façons parce que même si je reviens, là, j'ai pris les 3 piliers verbal, vocal, visuel, et dans chacun des piliers, il y a
une demi-douzaine d'ingrédients, mais là, je n'ai pris que 2 dans le verbal, je n'ai pris que 2 dans le vocal et je ne prends qu'un seul dans le visuel. Donc, je comprends Yes. qu'il y a beaucoup d'autres choses à l'intérieur. Ouais. Mais si je reviens au niveau du vocal, tu vois, l'un des défis que les gens ont, le tic, c'est par exemple de faire les mots de remplissage. Tu vois, ben, en fait, au fait, pour J'espère que je me remplir suis le trou amélioré de en même temps, mémoire. hein, parce que quand j'écoute mes premiers épisodes de podcast, mon Dieu, Et si c'est c'est une heure, bien. il y a au moins au minimum 15 minutes de C'est bien, mais ça suppose que ça suppose que tu progresses et c'est super important. À la fin de la journée, c'est la progression qui est importante. Ouais, L'orateur que je suis aujourd'hui, je ne suis pas le même qu'il y a 5 ans. Je ne suis pas même pas le forcément. même qu'il y a 1 an, même pas le même qu'il y a 6 mois. Je travaille à me bonifier tout le temps. Donc, c'est, je revenais donc au niveau du visuel pour dire que je vais prendre un aspect pour qu'on ait nos 5 points. Mhm. Donc, l'aspect que je vais prendre, c'est quoi? C'est l'un des aspects les plus importants pour transmettre les émotions. C'est l'expression de notre visage. Le visage est l'élément qui permet de connecter davantage avec son audience. C'est pour ça que les vidéos ont plus de succès que les audios. Et les audios ont plus de succès que les textes parce que les audios ont un autre aspect qui est l'aspect justement intonation, variété de la voix, qui sont davantage plus importants que les simples mots d'un texte. Toi qui fais le marketing, tu vas très bien voir que les textes sont moins engageants que Que les les audios, audios sont que les moins vidéos. engageants que les vidéos. Yes. C'est à cause de Non, c'est cet vrai, aspect, complètement. c'est le visage. Et donc, l'expression du visage, il faut pouvoir travailler l'expression de son visage. Lorsque tu prends la parole en public, rassure-toi que les mots que tu dis sont en ligne avec ce que montre ton visage. Je pourrais parler de ton corps, je pourrais parler des gestes de la main, je pourrais parler de ta posture, je pourrais parler de plusieurs choses. Comme je dis, il y a plusieurs ingrédients dans chacun des piliers. On ne va pas voir tout ça maintenant. Et j'ai juste pris ça pour qu'au niveau de la connexion émotionnelle, que tu puisses comprendre que si tu as le bon mot, tu mets dans la bonne figure de style. Ensuite, tu joues sur les pauses avec le bon ton. Ça donne à la fin, avec l'expression de ton visage, la meilleure connexion émotionnelle possible qui permettra donc à l'individu, aux individus qui t'écoutent, de pouvoir être stimulés et que leur cerveau puisse sécréter une hormone spécifique et que cette hormone-là puisse déclencher des émotions et que les émotions les amènent à prendre une décision particulière et agir d'une certaine manière. Pour ceux qui débattent encore sur la notion de prise de décision émotive ou pas, dans le livre de Albert, j'ai failli dire Albert Mirabian, mais ce n'est pas lui, Antonio Damasio, L'erreur de Descartes. Antonio On va mettre ça en Damasio dans description. l'erreur, oui, Antonio Damasio dans l'erreur de Descartes, il montre donc qu'en fait, l'homme est strictement émotionnel dans sa prise de décision. Et que c'est lorsqu'on a décidé par les émotions qu'on vient justifier cela par le rationnel. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui continuent de penser qu'elles sont hyper rationnelles. J'ai pris une décision sur la base du pour et du contre. J'ai bien analysé. Vraiment, c'est une décision objective. Je suis désolé de vous décevoir. Mais en fait, ce qui est objectif, ce n'est que l'explication de ce qui était émotionnel. Tu vois une belle voiture. La voiture t'intéresse. Tu achètes la voiture. On te demande pourquoi tu l'as achetée. Tu vas dire qu'elle est puissante, elle est robuste et elle est belle. Mais tous les critères que tu donnes là, tu es allé trouver une explication à ce que tes émotions avaient déjà choisi. Le cerveau émotionnel avait déjà fait le choix et maintenant le cerveau rationnel trouve des éléments rationnels, objectifs Justifié. pour justifier la décision qui est déjà prise par l'émotion. Complètement. C'est pour ça qu'en matière de communication, en matière de persuasion, on dira il faut toucher les émotions des gens pour les amener à agir d'une certaine manière ou à penser d'une certaine manière. La prise de parole en public est exactement comme la musique.
Imagine-toi un seul instant écoutant une musique qui ne te crée pas d'émotion, tu ne l'écoutes pas. On n'écoute que les émotions des musiques qui nous créent des émotions. Parce que la structure musicale est la même que la structure oratoire. En matière de musique, il y a un début, il y a un temps fort et il y a une fin. En matière de prise de parole en public, il y a un début, il y a un temps fort et il y a une fin. Magnifique. Donc, tout à l'heure, Voilà. tu parlais justement des éléments qui ont défrayé la chronique. Tu sais que tu as fait plein d'analyses, notamment aussi le discours de Maurice Kamto, un ex-candidat à la présidence du Cameroun. On ne va pas rentrer dans les débats partisans, politico-politiques. On est là en train de travailler, on est en train de faire une analyse. euh, euh, on parle de l'analyse de discours. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très, très analytique qui n'a rien à voir avec les débats ou euh, euh, avec des clans, en fait. Donc, c'est complètement apolitique et on veut juste illustrer des idées. Je dis ça en avance, en fait, pour les personnes qui vont venir peut-être essayer de créer des clans et tout. On n'est pas dans ça. C'est dans c'est dans un autre canal que vous pouvez débattre de ces clans. Qui est pour, qui est contre. Non, on est sur le discours, le langage et tous ces éléments émotionnels et psychologiques que l'on pourrait potentiellement utiliser pour soi ou pour son entreprise pour pouvoir véhiculer des idées et des idées positives parce que nous on parle avec une certaine éthique aussi. Donc, tu as fait pour Maurice Kamto, d'autres personnes que je ne sais pas, et Lady Ponce aussi. Moi, c'est ça qui a le plus attiré mon attention parce que je ne suis pas particulièrement, pas que j'écoute pas la musique ou l'actualité musicale du Cameroun, mais je suis pas forcément le spécialiste en fait de ces sujets-là. Et toi, te suivant, toi, écouter un petit peu tes analyses, pousser sur d'autres profils qu'on a plus en commun, tu vois, qui ne sont pas forcément dans le cadre de la musique. J'étais très surpris quand j'ai vu analyse du live de Lady Projet. Qu'est-ce qu'il va se foutre à aller analyser un truc qui, tu vois, j'avais même pas écouté en fait. C'est après avoir écouté ton truc, je réécoute maintenant. C'était un live, ça a duré, ça fait, je sais pas, plus d'une heure, je sais pas Plus combien de d'une temps. heure, ouais. Il y avait plus de 50 000 personnes. Non, plus de 100 000 non, 50, Oui, mais je plus crois de qu'il y a 5, 56 000, ouais, 50. plus Parce que j'ai 50 vu 000 personnes. des screenshots là que les gens ont fait pour comparer avec Oui, le live que Mark Zuckerberg a fait par rapport au COVID-19. Donc, ouais, je rappelle, nous sommes le 5 avril 2020 en plein confinement. Donc, pour ceux qui ouais. écoutent plus tard, j'ai vu il y a des screenshots qu'ils ont fait là pour montrer que mais lui, il fait son truc, il a moins de 50 000 personnes et elle fait un truc un petit peu, je dirais, gossip, entre Ouais. guillemets, et il y a plus de 50 000 donc il dépasse même le créateur de la plateforme. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé et moi, j'ai découvert une autre personnalité, en fait, tu vois. C'est au-delà de l'artiste, en fait, ça m'a frappé. Je ne m'attendais pas, en fait. Je ne sais pas si c'est une compétence qu'elle avait déjà de base. Du moins, même si même si elle s'est fait accompagner, je pense qu'il y a déjà quelque chose parce qu'au niveau de la gestuelle, au niveau, tout ce que tu expliquais là, tu vas nous dire un petit peu plus, mais tout ce que tu expliquais, en fait, on retrouvait ça dans sa façon de s'exprimer. Le recadrage émotionnel, le ton de sa voix, le contexte, à qui aussi est-ce qu'elle s'agresse parce qu'elle connaît un petit peu la communauté camerounaise qui est, c'est vrai, l'être humain est de nature émotive, mais chez nous, franchement, nous, c'est le summum, quoi. Tout ce qu'on fait, c'est toujours les émotions, en fait. On réagit toujours à la seconde par rapport à l'émotion. Donc, elle savait à qui elle s'agressait. Elle utilisait un certain ton, tu vas nous expliquer, une certaine façon de recadrer, surtout ça, le recadrage émotionnel, tu vois. Ce pourquoi les gens débattaient, en fait. C'était pas le sujet qu'elle a traité en priorité, mais elle a su choisir, en fait, un angle pour mettre le cerveau des gens dans un certain contexte et leur faire véhiculer un certain message, leur faire ressentir une certaine émotion et sortir à la fin avec un aura qui est entre guillemets un peu plus blanchi, tu vois. La preuve, on n'en parle presque plus aujourd'hui. Pourtant, avant qu'elle ne s'exprime, c'était. Donc, je voulais que tu essaies un petit peu de
de peut-être contextualiser un petit peu le truc. Je répète, on n'est pas dans le débat qui a tort, qui a raison, mais de contextualiser peut-être par rapport à Dieu Cyclone, par exemple, son mari, pour résumer rapidement pour ceux qui n'ont pas entendu parler de cette histoire. Écoute, merci beaucoup de me donner l'opportunité de parler des analyses que j'ai fait pour les discours. J'en ai fait pour le président Emmanuel Macron. Mhm. J'en ai fait pour le Premier ministre Je pense que québécois, François je vais Legault. mettre tous les liens en description. Franchement, c'est OK. super intéressant. Je pense que c'est très, très intéressant. C'est une autre façon, en fait, d'apprécier les choses en prenant de la distance. Surtout pour Tout quelqu'un à qui fait. n'appartient pas forcément au pays, tu vois. Donc, peut-être tu peux plus facilement te détacher, écouter un petit peu et voir la puissance, en fait, de cette compétence, de cet outil-là. Donc, je te laisse continuer. Tout à fait, effectivement. Je vous l'ai dit, c'est un peu dommage que, parlant par exemple du professeur Boris Kamto, que les gens n'aient pas pris la peine d'écouter parce que 90% des personnes qui criaient, qui râlaient, qui critiquaient et tout, n'ont même pas pris la peine d'écouter l'analyse. Déjà, quand j'ai annoncé que je ferais l'analyse, ça a défrayé la Ouais. chronique, quoi. Les gens, et maintenant, quand la vidéo est sortie, les gens, c'est allé dans tous les sens. C'est ce qu'on disait Et avant, quoi, de façon oui, émotionnelle, sans même aller, tu vois, toujours la réaction c'est impulsive et tout. ça, de se dire, je peux aller, peut-être que je peux trouver, je vais voir, peut-être que je vais même aller chercher la connerie que Brice aura faite dans son analyse, et puis boum, je vais la mettre en avant, quoi. Je veux dire que moi, j'aurais réfléchi comme ça, je me serais dit, ah, ok, peut-être que c'est un partisan de Ouais. Maurice Kamto, Juste les encore comme mots-clés. c'était le Maurice cas, voilà. Kamto, Lady Ponce, les mots-clés, tac, le cerveau se Bah, retourne, tu vois. c'est ça. Donc, pourtant, il y a de la vraie science derrière. Si on prend le cas de Lady Ponce, qui avait une situation assez difficile, privée, qui s'est retrouvée sur la toile et qui a défrayé la chronique, euh, il était important pour elle de redorer son blason. Un peu Peut-être tu peux comme, résumer rapidement, on va pas entrer dans les détails, quoi, ouais, pour résumer rapidement le fait que son mari a posté des trucs, en fait, sur les réseaux. Comment on dit ça en français? les réseaux sociaux. Ouais, je vais dire, quand tu trompes ta famille, un mot qu'on utilise là, ou bien quand Elle a été l'inverse. coquifiée, Ouais, enfin, coquifiée. il était cocufié et il a fait Ouais, des screenshots et c'est ça ouais, qu'il a posté en fait sur les réseaux pour oui, tout à fait. montrer à quel point, ouais, elle est immonde, comment est-ce que, parce qu'ils sont mariés légalement, le fait que l'adultère, c'est le mot que je cherchais, voilà. Le fait qu'elle a L'adultère. l'adultère et tout, on rentre pas dans les détails et tout, mais du moins, il y a des screenshots de ces conversations avec un petit peu sexualisé, enfin pas un petit peu, vraiment sexualisé, mais avec d'autres hommes qui ne sont pas son mari en fait, officiel. Mm. Et c'est de ça dont il était question. Et elle, c'est une artiste phare au Cameroun. Elle fait partie quand même des piliers en termes de notoriété et même à l'international, ce qui fait que c'était vraiment du très bad buzz pour quelqu'un de son acabit en fait. Et pendant plusieurs jours, elle n'a pas répondu à ça. Et non, moi, je regarde pas ces trucs gossip là, mais tu m'as envoyé, tu m'as fallu regarder tout ça parce que je voulais, mais je te laisse continuer à développer le truc. Oui, mais tu as très bien planté le décor. Tu as très bien planté le décor, Guy Bertal, et c'est ce qui donc s'est passé. Et puis maintenant, il fallait qu'elle redore son blason, il fallait qu'elle prouve qu'elle n'est pas cette dame dont tout le monde parlait, sur laquelle tout le monde s'est rué. Et elle a utilisé une technique qu'utilisent en général justement les célébrités lorsqu'elles sont face à des bad buzz. En général, ce qu'elles font, c'est qu'elles convoquent un journaliste ou la presse et puis essayent de donner une interview comme une sorte de droit de réponse. Et elle a su Mhm. très bien le faire. Et ce faisant, elle a très bien su utiliser les éléments de communication persuasive à travers sa posture, à travers les mots qu'elle a prononcés, à travers les angles de présentation des choses. C'était très bien fait, comme je l'ai dit. Et puis j'ai relevé quelques deux ou trois choses qu'elle aurait pu davantage améliorer dans le cadre de son discours. Mhm. Et à la fin de la journée, c'est qu'elle a réussi à transmettre une émotion spécifique. Elle nous a rendu, pour les personnes qui ont été touchées par son discours, elle nous a rendu presque coupables de l'avoir jugée. Moi, je ne l'ai pas jugée, moi, je n'avais même pas regardé. Moi non plus, je ne Et m'intéresse c'est pas à ce ça, genre en de fait, choses. la performance, en fait. Le sentiment que tu as à la fin que, wesh, là, j'ai pas été cool Retournez du la tout, quoi, ouais. situation. Retournez la Franchement. situation Dupont-Moretti. Quand Dupont-Moretti arrive à la barre et que vous êtes en train d'accuser quelqu'un d'avoir tué, on a les preuves que la personne a tué. Mais Dupont-Moretti arrive à te faire savoir que tu as tort.
de Il penser que tu dois reste condamner la un personne être humain au même titre que toi et il a droit à un à une minimum de défense. décence, de défense en tant qu'être humain, qu'il ait tué ou Exact, pas, tu vois. exactement. Qu'on soit d'accord ou pas, Il euh, réussit à faire son job. Il réussit, ça fait du sens en fait si on parle de la définition même de qu'est-ce que c'est qu'un avocat parce que là on remet même en fait on remet même en question le fait qu'il ait une défense. Donc pour les gens en fait, Mhm. là, on fait une description hein, franchement Une je digression sais sur plus si le, c'était par rapport à l'affaire Mira, si je ne me trompe pas, c'est Mohamed Mira, je crois Théo, si Mohamed, je oui, je m'abuse pense que pas. Ouais. Mohamed Mira, ouais. Et on remettait en fait en cause le fait que cette personne-là, il est même un avocat en fait, tu vois. Et la façon dont Éric Dupond-Moretti a pris la chose, tu vois, quand je me mets à la place en fait des victimes, tu vois, c'est clair que je C'est compatis difficile. clairement. Je ne sais pas si c'est parce que peut-être je ne suis pas à leur place, mais lorsque tu prends un petit peu de la distance et tu écoutes son plaidoyer, Ça fait du sens. ça fait du sens en fait. Parce que sinon, en fait, ben, ça casse le métier en fait. Ça veut dire que le métier d'avocat n'a plus la même définition de l'époque, quoi, tu vois. Tu sais, comme je dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est la capacité que peut avoir un individu à faire passer son message, à réussir à influencer la façon de penser des gens et à la fin de la journée, amener les gens à agir d'une certaine manière. Après, selon nos valeurs, selon notre éthique, on peut questionner les mobiles de, de la personne et tout ça. Mais justement, comme tu l'as dit, moi, ces aspects-là, moi, quand j'ai décrit, par exemple, les discours, je veux pas, parce que j'aurais pu dire que, OK, Lady Ponce, elle a trompé son mari, c'était visible, on a les preuves et tout ça, elle mérite même pas. Mais moi, je me suis dit, c'est une prise de parole en public, je veux bien voir comment est-ce qu'elle va gérer ça. Il y a Mhm. R. Kelly, qui l'année dernière, il y a 2 ans ou l'année dernière, je crois, en début d'année dernière, a été incarcéré parce qu'il avait été accusé de problèmes de mœurs. Il a convoqué une journaliste et il a pleuré, il s'est déchiré devant les journalistes et tout. Moi, ça m'intéresse de voir ça. Comment est-ce que quelqu'un peut réussir à communiquer quelque chose et tout. Et c'est ça que moi, je m'avais cherché chez cette personne. Et elle a réussi à le faire. Donc, elle a réussi à le faire. Et le dernier discours en date que j'ai décrypté, c'était celui de Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, qui est un homme politique camerounais. Moi, je regarde et je me dis, voilà quelqu'un qui a parlé concernant le Covid-19, à défaut d'avoir celui qui gère le pays pour l'instant, le président du Cameroun, qui n'avait pas encore parlé, qui n'a pas encore parlé, à l'heure où on enregistre ici. Je ne pouvais pas analyser son discours puisque c'est analysé pour Et Macron. c'est logique, tu as Macron, Justin Trudeau, Oui, pareil, donc Legault, François Legault. on s'attend à ce que ben, la suite, c'est ton nom. Là, à ce Exact. niveau, il n'y a pas de débat et ceux qui veulent débattre, ben, ouais, Bon, le conseil, de toutes les façons, moi, comme je tu vas dis, toujours avoir les gens qui vont. je vais faire mon travail. Et mon travail, c'est de montrer que la prise de parole en public a un rôle capital dans l'avenir de l'humanité. C'est pour ça que moi, je veux vulgariser cette discipline. Je veux en être l'évangéliste, comme les gens m'ont souvent appelé l'évangéliste de l'art oratoire, parce que justement, je pense que c'est une compétence qu'on doit pouvoir développer. Ça ne doit pas être une affaire d'élite. Ouais. Ça doit être une affaire de tout le monde. Ça doit être une affaire qui est enseignée depuis l'école primaire. Et ça, moi, je me battrais pour qu'un jour, qu'il puisse avoir art Une matière, oratoire quoi. au Ah, programme, une attends, matière qui franchement, s'appelle art oratoire et qu'on enseigne ça aux gens ça va changer beaucoup de vie, de franchement. bout en bout. Absolument, absolument. Il y a le théâtre qui est fait. Le théâtre, parfois, ça remplace parce qu'effectivement, l'art oratoire se sert beaucoup du théâtre. Moi, j'ai jamais fait du théâtre, Mhm. mais j'ai lu des livres et j'ai vu qu'il y a des connexions entre l'art oratoire et le théâtre. Donc, le théâtre Mhm. est très important dans le cadre du développement de la prise de parole en public, mais c'est pas de l'art oratoire au sens de la communication persuasive. Mhm. C'est une discipline, c'est une autre discipline qui est le théâtre, qui s'appelle le théâtre, mais qui nécessite que tu puisses t'exprimer, que tu puisses avoir des mises en scène, que tu puisses jouer des rôles pour transmettre des Toujours émotions. faire ressentir des émotions, effectivement, c'est C'est ça. le point en commun. Yes. Voilà. Hum, c'est vrai qu'on a balayé le point de Toastmaster, mais on n'a pas vraiment parlé des trophées dont tu as remporté. Parce que on n'a pas parlé de tous les trophées. On ne va pas forcément parler de tout, mais il y a quand même, tu as quand Ouais. même,
tu vas fatiguer les gens quand même. Je crois qu'à un moment donné, je crois que j'en avais marre. Et je voulais justement, peut-être tu vas rapidement brosser un petit peu, nous dire ce que Oui, tu as je crois que participé, c'est. mais surtout, pourquoi est-ce que tu as décidé de ne plus participer justement à ces compétitions-là, quoi? Oui, j'avais décidé, ouais, tu fais allusion à une sortie que j'avais faite justement pour dire que je ne participerai plus au Cameroun. J'avais bien précisé au Cameroun parce que j'estimais que, bon, je ne vais pas dire que les choses étaient cuites, quoi. Je vais dire que je pensais que le moment était arrivé que je me forme, que je forme d'autres personnes qui pourraient le faire, qui pourraient aller le faire. J'ai eu la grâce et le privilège de remporter une, euh, une dizaine de trophées, une dizaine de trophées en 18 mois. C'était très, très passionnant. Et je me suis dit, bon, je pense que ce serait intéressant que d'autres personnes aussi continuent de le faire parce il y a des personnes hyper talentueuses. Et je me suis dit, bon, je vais me mettre en retrait et accompagner les gens. Et après, il y a eu mon voyage sur le Canada et je me suis dit, OK, le Canada, c'est un nouveau territoire. J'arrive au Canada, Justement, je dois pourquoi le pouvoir. Canada? Pourquoi Montréal? Montréal, parce que on a besoin, déjà, j'avais beaucoup hésité, je me demandais si c'était bien. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas, je pense que c'était une bonne décision que j'ai prise parce cette décision-là me permet justement de me connecter davantage à ma destinée. Aujourd'hui, je suis davantage exposé à des outils que j'arrivais pas à voir pendant que j'étais à Douala. Aujourd'hui, à Montréal, la première chose que j'ai visitée quand je suis arrivé ici, c'était la bibliothèque. Je suis, je suis entré à la bibliothèque, À je d'autres voulais lire personnes m'ont dit, tous mais les c'est livres. bizarre, c'est quoi ce Renoir qui dit la bibliothèque? C'est plutôt l'inverse, généralement. Si on veut cacher des trucs, on va plutôt cacher ça dans des livres, quoi. Ouais, c'est Les ce Noirs, qu'on ils ne dit, lisent mais pas. c'est des stéréotypes, c'est en généralisme. Mais bon, je pense qu'il y a aussi des Caucasiens qui ne lisent pas beaucoup. Et donc, même si on ne lit pas, bon, on peut créer une animation, toute la lecture qui fait que finalement, qu'on s'intéresse à la lecture et qu'on puisse lire. Moi, c'est la première chose qui m'a intéressé. Et voilà, je suis donc là et je me bats chaque jour pour continuer à apprendre, pour lire des livres, pour pratiquer. Et je suis en compétition ici dans le, pardon, je suis en compétition ici dans le cadre du Toastmasters. Je suis, Ah, t'as déjà comme rejoint je le le club disais, de la ville de Montréal. oui, Ouais. j'ai rejoint un Logique. club ici. J'ai rejoint un camp ici et puis voilà, j'ai gagné dans le club, j'ai gagné dans mon secteur, j'ai gagné à la division. Et là, je suis en train d'avancer, quoi. Je suis en train d'avancer pour devenir champion des francophones du Canada. Du Il y a Canada. différents clubs dans Mhm. les différentes provinces du Canada. Mhm. Et voilà, là, je suis à un pas pour devenir champion du Canada pour l'option francophone. Espérons que ça va arriver, qu'on aura une prochaine interview où on célébrera le trophée, où je présenterai le Forcément, trophée. forcément. Yes. Voilà, c'est ça. Donc, tu étais en train d'expliquer justement lorsque tu es arrivé au Canada, enfin, euh, le fait que tu as rejoint justement ce nouveau club-là et tout. Et en parallèle de ça, tu as ton activité avec Otuba. Est-ce que je Ouais. prononce bien? C'est Otuba, Au parce que, tout, oui, au parce que tout, moi, je au lis. tout. Et c'est en quelle langue? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en Swahili. Otuba, ça signifie parole en Swahili. Mhm. Et donc, C'est quoi Otuba, Otuba? c'est. C'est quelque chose que tu as commencé depuis le Cameroun avant de quitter, avant le Canada. C'est quelque chose que tu avais Oui, déjà lancé. exactement. Ouais. Exactement. Otuba, c'est une académie de prise de parole en public que j'ai créée, Mhm. qui est, pour l'instant, qui est 100% digital, qui est 100% en ligne. Mhm. Et c'est vrai qu'au Cameroun, j'avais mon entreprise BK Consulting également, qui donnait des formations dans les entreprises. C'était du B2B. Il y avait Mhm. Otuba qui était plus du B2C, qui s'adressait aux consommateurs individuels. Mhm. Donc, Otuba, c'est ça, c'est vraiment l'académie d'art oratoire. Et Otuba, en Swahili, signifie parole. J'ai choisi ça parce que ça me parlait. Déjà, le Swahili, une langue africaine, et en plus la signification du mot Otuba, qui Mhm. signifie Ça, c'est parole. puissant quand Et donc, on est parti donc, de cette académie Otuba. On a après, avec Isabelle Pachon, qui est mon amie, qui est ma sœur, que j'aime beaucoup. même. Isabelle, comme je t'ai dit au départ, j'ai cité parmi les personnes qui m'ont vraiment encadré quand j'ai rejoint
mon premier club de Toastmasters, le Langadoa, la Toastmasters Club. Avec Isabelle, on a donc lancé le Otuba Challenge l'année dernière, qui a Mhm. vraiment fait bouger le pays, qui a mis le pays en effervescence. La prise de parole en public, c'était du beau, c'était du jamais vu. C'était le tout premier concours national d'art oratoire et ça a vraiment créé une émulation. On est en train de se battre pour faire ça cette année. On a beaucoup de challenges au niveau du contexte du pays et puis avec Ouais, avec le la virus et crise tout. Ouais. sanitaire qui est arrivée. Donc, on ne sait pas si finalement on aura Otuba cette année, peut-être vers la fin d'année, on ne sait pas encore. Sinon, on va le mettre, on va le faire l'année prochaine, le Otuba Challenge. Et après le Otuba Challenge, on a eu le Otuba Toastmasters Club, c'est-à-dire qu'on a créé un club pour entretenir les personnes qui avaient participé au challenge et qui voulaient intégrer un club de Toastmasters. On a Mhm. donc créé un club pour ces gens-là. Et aujourd'hui, on travaille aussi sur un autre produit intéressant qui s'appelle le Otuba Mag. Le Otuba Yes. Mag, qui va être un magazine d'art oratoire que nous allons faire avec. On est un sorte d'hebdo ou un truc Oui, ça va être peut-être un mensuel. Parce que mensuel. Ok. hebdo, on va d'abord commencer peut-être par un mensuel en se disant, OK, si Mhm. on a 12 publications par an. On pourra après, avec le temps, voir si on va passer en hebdo. Mais la première sortie, c'est mensuel. Là. Et ça sera un truc complètement digitalisé où il y aura aussi des Les deux magazines formats. physiques. Les deux Les deux formats. formats. Ah. On va faire les deux formats. On a l'intention de faire un format digitalisé pour que vous qui êtes à l'étranger, vous qui êtes en Occident, puissiez en un clic collecter C'est quelque chose qui fonctionne vos- encore. Je veux dire, est-ce que les gens, ben, j'imagine que un petit peu quand même, ils n'ont pas encore forcément cette habitude de lire le journal papier sur format digital. Mais je veux dire, peut-être, dis-moi, toi, peut-être tu as plus d'infos par rapport à ça. Est-ce que c'est les gens, que ce soit du Cameroun Tribune ou je sais pas, le Messager, les gens, ils sont mode de lecture digitale ou c'est du journal papier? Oui, ils lisent les deux. Les deux sont lus. Les deux sont lus autant pour moi. Ils lisent. Ils Mhm. lisent les deux. On lit en ligne. Il y a surtout les magazines. Non, je sais que c'est possible. Je Euh, veux dire l'habitude, les gens, c'est le réflexe des gens, c'est plus faire quelque chose de digitalisé avec ça, les smartphones et tout. C'est les kiosques, les c'est gens, ils vont plus, encore dans les kiosques acheter du papier, du c'est journal plus le papier. digitalisé. C'est plus Mhm. le digitalisé. Au niveau du kiosque, dans notre cas, dans le cadre de nos stratégies, c'est vrai qu'on n'a pas encore finalisé la stratégie marketing. Au niveau de notre stratégie produit ou bien de distribution, c'est Mhm. qu'on vise davantage les organisations, les Mhm. institutions. Donc, pouvoir aller, les organisations privées, les entreprises, pouvoir donc livrer une trentaine d'exemplaires dans une entreprise, une cinquantaine dans une autre, une Ah, centaine dans une ouais. autre. Donc, c'est On pas reste sur du pour B2B, le ouais. magazine. Ouais, le magazine, c'est vraiment pour le B2B. Mhm. Et le digital, c'est le B2C, quoi. En un clic, Mhm. que les gens puissent aller lire sur leur téléphone, sur leur tablette ou ordinateur portable. Yes, yes. Euh, c'est une question que je pose parfois par rapport à l'avenir et par rapport à... Mais là, vu comment c'est parti, 2020, ça sera un petit peu chaud. Mais moi, je suis un éternel optimiste. Hein. Moi, Super. quand il y a une crise qui a un impact, moi, j'essaie toujours de voir le côté quand je dis Positif de positif, la c'est pas que chose. je dis, bon, les morts ou tout ça, que ça vaut rien. Non. Je fais bien la différence entre prendre conscience qu'il y a des personnes qui meurent tous les jours, tu vois, Mhm, et le fait que euh, de ne pas avoir des pensées en même temps, parce que des pensées morbides parce qu'il y a des morts, tu vois. Il y a des personnes qui meurent tous les jours. Pareil qu'il y a aussi des personnes qui naissent de nouvelles naissances tous les jours, tu vois. mhm. Et il y a aussi des trucs à exploiter sur peut-être le temps qu'on passe à la maison en confinement, des segments, des projets qu'on a dans les placards, des anciens trucs qu'on n'a pas eu le temps à cause des habitudes de tous les jours, métro, boulot, tout ça, tu vois. C'est le moment peut-être d'aller un petit peu creuser sur ces trucs-là. Peut-être penser même, tu vois, éteindre complètement, sortir tout ça, smartphone, tout ça et se concentrer sur soi et penser, repenser, en fait, se repenser soi, tu vois. Donc, c'est pour ça que je parle d'optimisme et tout. Et peut-être je te retourne la question, c'est quoi, je ne vais pas te parler de l'avenir, mais je vais te poser la question, c'est quoi ton obsession actuellement? C'est un très bon point. Tu sais,
quand tu as évoqué tout à l'heure le caractère positif de ce que peut nous apporter une crise, c'est pas, quand tu le dis justement, c'est pas être méchant, c'est justement voir le côté positif dans la douleur, parce que la douleur est là pour nous enseigner, pour nous passer des messages et pour nous aider à prendre des décisions. La douleur est un stimulus et la crise actuelle nous donne beaucoup d'opportunités, énormément. Comme tu l'as dit, entre autres, l'opportunité de devenir de meilleures personnes. Et moi, aujourd'hui, ce sur quoi je me focalise, c'est principalement de donner davantage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je profite pour pouvoir davantage produire de contenu, pour davantage former des gens. Il y a des formations sur Zoom, des lives que je faisais. Je faisais très peu de formations en direct sur Zoom parce qu'il y a l'académie qui est là, mais aujourd'hui, j'en C'est fais en beaucoup. live? C'est comment? C'est des trucs en live ou bien tu enregistres? À l'académie, c'est enregistré, mais j'offre en petits groupes Hmm, dans les différents réseaux, j'offre des petits groupes de hmm, formation en live parce que là, j'ai du temps pour ça. Donc, je m'assois, je montre des choses aux gens et tout spécifique et ils peuvent avancer avec ça. D'ailleurs, il y a un gros masterclass que je prépare. Masterclass, bon, c'est peut-être abusé, mais c'est vraiment un accompagnement qui va se faire sur 3 ou 6 mois. Des personnes qui prennent la parole en public, des personnes notamment qui font des vidéos sur Facebook, sur YouTube, sur les réseaux sociaux mhm. et je vais les accompagner pendant 3 à 6 mois. Et ça, aujourd'hui, tu vois, c'est C'est bienvenu. comment pour rejoindre cette C'est- c'est- masterclass-là ou cet accompagnement-là? Il y a une on va, landing page qui est prête ou peut-être une liste là où on peut donner son email, je sais pas trop. oui, on va communiquer dessus. On va vous donner le- on va vous envoyer la mailing list ou bien l'adresse email où il faudra nous contacter. Hmm. On va envoyer peut-être la landing page, la page de vente qu'on va diffuser très Mhm. bientôt. Mais déjà, au moment de la C'est pas de la publication de cette, formation, tu as dit, c'est un accompagnement. Pour que c'est les un gens ils accompagnement. comprennent bien, c'est pas une formation vidéo. Même si tu en as, là, c'est de l'accompagnement. Ça veut dire qu'il y aura des calls, peut-être un, deux calls par semaine, peut-être des échanges par email et tout. C'est de ça dont il s'agit, si je comprends Oui, bien. ça va être les deux, en fait. C'est-à-dire que ces personnes auront une période où elles vont d'abord passer à l'académie, c'est 6 semaines de formation. Et après les 6 semaines de formation, on va donc rentrer dans le coaching, où il y aura donc cet accompagnement hebdomadaire sur la base des vidéos qu'elles veulent faire. Elles veulent faire une vidéo, quel est le script, les mots, comment est-ce qu'elle va rendre ça, quel sera le rendu, quel Mhm. sera au niveau du vocal et de la gestuelle, comment est-ce qu'elle doit se comporter. Donc, on va avoir un accompagnement comme ça pour qu'elle fasse des vidéos beaucoup plus impactantes d'un point de vue oratoire sur 3 à 6 mois. Donc, effectivement, c'est une formation à la fois formation et coaching. Donc, formation au préalable et ensuite coaching. À l'heure où nous faisons cette vidéo, euh, à l'heure où elle sera diffusée, probablement, il y aura au moins l'adresse email où nous contacter si on est Mhm. intéressé avec un titre spécifique en attendant la landing page. Ça fait que quand on aura tout fini en matière de communication dessus, on pourra donc envoyer un email à ces personnes leur disant voici la page où vous pouvez vous inscrire, voici la page de vente, inscrivez-vous ici. Mais on va mettre au Pas moins de souci, l'adresse on email va mettre ça avec en la. description et au moment où c'est prêt, tu peux m'envoyer comme ça, je peux balancer ça comme j'ai mes newsletters là, je peux balancer aussi ça plus tard pour ceux qui Ok, veulent une page ou directement s'enregistrer. Donc, d'accord. merci beaucoup, Brice. Franchement, moi, j'ai beaucoup appris. Je suis sûr que plein de personnes aussi. Et il y a des gens qui vont même découvrir, comme je disais tantôt, il y a des gens qui vont découvrir ce sujet-là, cette compétence-là. Et j'espère que ça va en édifier plus d'un. Peut-être une dernière. Est-ce que tu penses qu'il y a une question que j'ai oublié de te poser? Il va me dire plein de questions. C'est un vaste Non, je crois sujet. que Là, on a effleuré on la est à, partie émergée de l'iceberg, mais en dessous, là, il y a de grosses racines encore qu'il faut toucher. c'est ça, oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites et 2 heures ne suffiraient pas. On est à presque 2 heures, on Mhm. est à peut-être 1h40, 1h45 d'entrevue. Je ne savais pas que ça durait aussi peu, parce que le temps est passé tellement vite, j'ai l'impression qu'on a parlé juste pendant, Tellement, c'est fou. j'ai l'impression qu'on C'est a fou. parlé juste pendant une quinzaine de minutes, Ouais. là, alors qu'on est déjà à plus d'1h45. Il y Donc, a je crois qu'il y a beaucoup, tellement à dire. c'est Peut-être la ça. meilleure façon, c'est, il y a une chaîne YouTube. On n'a même pas parlé de ça. Tu as un podcast aussi
Ouais, Oui, oui, c'est que prends le j'ai beaucoup, large. c'est ça qui m'a même poussé à venir vers toi, tu vois. Je suivais déjà ce que tu faisais, mais j'ai écouté le contenu de podcast, les personnes aussi, les invités, des personnes délicieuses. Prends le live, c'est le nom du podcast qu'on peut écouter sur SoundCloud et Oui, sur les autres canaux SoundCloud et les traditionnels. autres canaux traditionnels, et puis avec une version vidéo sur YouTube. C'est Sous c'est un format vidéo. podcast, Ouais. format vidéo, oui. C'est un podcast qui vise à encourager les gens justement à sortir de leur zone de confort Mhm. pour affronter l'inconfort, devenir plus fort et réaliser leurs propres rêves. Donc, Mhm. oui, c'est entre autres C'est activités que je hebdomadaire? fais. C'est hebdomadaire, oui. C'est tous les Mhm. vendredis, on publie tous les vendredis. Yes. Et donc, voilà, je crois que oui, on pourra mettre le lien aussi d'un épisode pour que Yes, les gens on va mettre tous ces liens en description. Donc, merci encore, Brice. Peut-être avant qu'on ne se sépare, j'aurais une dernière question. Oui. Alors, ce podcast s'appelle Débrouillard. Donc, pour toi, c'est quoi un débrouillard? Ben, un débrouillard, c'est simplement quelqu'un qui a la capacité d'utiliser ce qu'il a en main, ce qu'il a de disponible pour réaliser des choses. C'est quelqu'un qui a la capacité de se servir de ce qui est visible pour créer ce qui était invisible. C'est quelqu'un qui a la capacité de se servir de ce qu'il a en main pour créer, pour partir, pour faire naître quelque chose qui n'existait pas avant. Donc, c'est ça pour moi un débrouillard, la capacité à se servir de ce qui existe pour créer ce qui n'existe pas. Yes. Voilà. Merci beaucoup, Brice. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, la meilleure façon de nous soutenir, c'est dans un premier temps d'aller automatiquement sur les différents réseaux sociaux de l'invité, lui dire ce que vous avez pensé de l'interview. C'est très, très, très important. Euh, Déjà pour montrer votre intérêt et aussi pour montrer que le podcast est effectivement écouté. Et la deuxième chose, c'est de vous inscrire à ma newsletter. Je partage constamment plein de contenu sur ce podcast, l'autre podcast que j'anime, 10 000 codeurs, et aussi les bouquins je peux lire de temps en temps et les articles sur lesquels je tombe des petites pépites comme ça. Donc, merci à tout le monde. Merci pour le soutien. Merci beaucoup, Brice, pour cet échange. Je te dis à très vite pour ton bouquin. Oui, c'est moi qui te remercie, Guy Berthold. Merci pour cette initiative de brouillard. Le concept, il est bon. Il permet justement aux gens de se débrouiller, de se servir de ce qu'ils ont pour faire des choses. Et puis, si des invités comme moi peuvent humblement apporter leur modeste contribution à ce que les gens s'améliorent dans un domaine ou dans un autre, c'est un privilège, c'est un bonheur. Donc, je me sens vraiment honoré d'avoir été là dans le cadre de ce podcast et longue vie à cette émission qui va durer encore, encore et encore. Merci beaucoup, Brice. À très vite. À Ciao. très vite. Bye bye. Ciao.